Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour parler d'un des mercredis qui me plaît le plus de l'année. On va revenir sur ce qui s'est passé sur la Flèche Wallonne, sur cette fameuse course qui passe par le mur de Huy ou encore la côte de Chérave. Désormais, course très difficile mais qui se résume souvent à une course de côte du côté de Huy. Ça a été le cas pour les garçons, ça a été moins le cas pour les filles, mais on reviendra sur les deux épreuves, hein, garçons et filles, on parle des deux courses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. Et également intéresser vos proches dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, que ça soit chez les garçons ou chez les filles. Si vous avez réussi à regarder la course des filles, c'était tôt, c'était entre 11h et midi à peu près, diffusé à la télévision. Le départ était même à 8h, je crois, 8h45. Départ vraiment matinal. Mais au moins, quand c'est dans cette situation-là, ça me permet de débriefer ces courses féminines, alors que quand c'est la situation inverse, eh bien, je ne peux pas parce que je sais que le débrief des garçons est très attendu. Je m'excuse, mais c'est vrai que pour le moment, le cyclisme féminin a encore un peu du mal à percer et à trouver complètement son public. Je le sais, hein, par exemple sur le Tour de France féminin, une vidéo du Tour de France masculin, ça faisait à peu près entre 1000 et 1002 l'année dernière. Sur le Tour de France féminin, on était plutôt à 250 et encore, je m'attendais à bien pire en termes de visibilité sur le Tour de France féminin. On fera le Tour de France féminin, on va essayer de faire les 3 grands tours même féminins. Pour le Giro, ça risque d'être compliqué, mais on va essayer de se dépatouiller avec tout ça. N'hésitez pas également, quand vous abonnez à la chaîne, à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant de toutes les dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Si vous avez les moyens, et seulement si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. Ça permet de soutenir la chaîne et je remercie les gens qui le font. Et puis du côté de PS 2.0, c'est sur Spotify, Deezer, voilà, le podcast sur l'histoire du sport. Également TikTok, le débrief rapide de l'épreuve. Si vous êtes vraiment en manque de voir ma trombine, eh bien vous pouvez me retrouver sur TikTok. Avec l'Amérique Production, de toute façon vous avez les liens dans la description. Je ne sais plus si le lien de TikTok est dans la description, mais de toute manière vous pouvez le retrouver sous la bannière de la chaîne sur la page d'accueil YouTube. On commence tout de suite donc cette Flèche Wallonne. Alors comme je disais, chez les garçons on a eu un scénario plus que classique. Voilà, on a commencé un petit peu à accélérer le rythme sur la côte de Chérave, et puis c'est vraiment été une course de côte du côté du mur de Huy où ça s'est déclenché extrêmement tard. Ça, c'est, on va dire, assez habituel. Et il ne s'est pas passé grand-chose lors de l'avant-dernier passage. On a un petit peu tenté d'accélérer la course, mais ça n'a pas cassé. Alors que chez les filles, on a eu une course beaucoup plus de mouvement, avec une grosse accélération de Van Vleuten lors de l'avant-dernier passage sur le mur de Huy, où elles se sont retrouvées à 4, notamment avec Lucinda Brand et Ashley Moolman. C'était le club des anciennes même. Je ne sais plus qui était la 4e fille dans ce groupe-là. Ce qui fait que derrière, on a dû réagir. Les SD Works, c'était pas forcément si exceptionnel que ça. Il y a même Demi Vollering qui a dû faire le travail à un moment. Et puis ensuite, ça s'est regardé. Donc il y a des filles qui sont parties en éclaireur devant, notamment Amanda Spratt, qui a eu un moment 1 minute 10 d'avance quasiment, parce que ça se regardait énormément avant qu'on remette un petit peu de rythme, notamment après la côte des Refs, mais surtout dans la côte de Chérave, où c'est Demi Vollering qui a fait le travail et qui a déjà fait un sacré coup de bambou derrière la tête de certaines de ses adversaires. Et puis ensuite, eh bien, ça a été la démonstration d'Demi Vollering dans le mur de Huy qui a fait exploser tout le monde. Donc on a 2 beaux vainqueurs, hein, Pogacar d'un côté, Demi Vollering. Je crois qu'on a 2 vainqueurs du top niveau mondial au niveau cyclisme. Toujours une magnifique ambiance en plus du côté du mur de Huy. Hein. Bon, la Belgique, c'est quand même une terre de cyclisme. Mais l'ambiance en haut du mur de Huy, moi je trouve ça toujours assez formidable, exceptionnel. C'est vraiment une montée mythique. Il y a toujours une ambiance particulière, je trouve, sur cette course, que tu n'as pas à Liège, que tu n'as pas à l'Amstel. Vraiment une ambiance vraiment festive, je trouve. Et puis en plus, c'est festif, mais le public reste quand même bien derrière les barrières. Voilà, il n'y a pas des gens qui essayent de courir à côté des coureurs. Tout le monde respecte l'effort que font les coureurs et les coureuses, donc je trouve ça bien. Par contre, au niveau sécurité, on aimerait parfois un peu plus de signaleurs, hein, notamment sur la course féminine.
Il y a des signaleurs qui n'ont fait que la course masculine, j'ai l'impression. Et ça, c'est un petit peu dommageable parce que les filles, elles méritent également d'avoir de la sécurité sur le parcours. C'est pas parce que c'est tôt le matin qu'il faut qu'il y ait moins de sécurité. Pour les filles, elles vont peut-être 2, 3, 4 km/h moins vite que les garçons. Ça ne veut pas dire que le risque il est plus faible. Et notamment sur la première chute de Cécile Ludwig, il y a quand même un signaleur qui n'est pas là à ce moment-là et qui était présent par contre pour la course des garçons au même endroit. Donc ça c'est un petit peu problématique je trouve en termes de sécurité. Déjà que le parcours de la Flèche Wallonne est pas facile parce qu'il y a pas mal de virages, qu'il y a des routes qui sont pas toujours en très bon état. Ça serait bien d'avoir quand même des signaleurs présents à tous les endroits du parcours parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de mobilier urbain à certains endroits aux alentours de Huy. Ça serait bien de faire le job correctement. Et en plus, c'est décevant parce que c'est quand même ASO l'organisateur. ASO est quand même un très bon organisateur, surtout quand on compare à l'Amstel Gold Race avec la voiture du directeur de course. J'ai oublié d'en parler sur la vidéo de l'Amstel. Maintenant, ça fait polémique, hein, la voiture du directeur de course, mais pour moi, c'est pas une erreur de Pogacar. Le problème de l'Amstel, c'est que ça soit toujours le même directeur de course, alors que c'est le même directeur de course qui donnait pas les bons écarts au directeur sportif de l'année où Van Der Poel gagne et qui rattrape Fuglsang et Alaphilippe. Peut-être que s'ils avaient eu les vrais écarts, ils ne seraient pas autant regardés. C'est le même, et certainement pour favoriser Van Der Poel, c'est le même directeur de course qui n'est pas foutu d'avoir une vraie photo finish à l'arrivée de ces épreuves et qui déclare Cosnefroy vainqueur. Et voilà, le problème c'est qu'on est toujours la même direction de course, que cette épreuve soit toujours Val Tour, alors qu'elle est très mal organisée. C'est ça le problème, c'est pas que Pogacar il profite d'une assistance. Bon, il aurait vraiment, vous pensez vraiment qu'il y a un coureur cycliste, n'importe quel coureur cycliste qui aurait freiné parce qu'il était trop proche de la voiture? Non. Tu tentes par tous les moyens tu es là pour faire du sport. Donc tu es là aussi pour gagner pour Pogacar. Donc oui, s'il y a une moto qui traîne ou une voiture qui traîne, il aide. Le problème, c'est que cette assistance-là n'aurait jamais dû arriver. Le problème de la direction de course sur Amstel. Bon, on va revenir sur la Flèche Wallonne et on va surtout revenir sur les coureuses au top. Attaque de Marlou! Je commence avec Demi Vollering. Pourquoi j'ai envie de mettre Demi Vollering? C'est pas une question de galanterie mal placée. C'est juste que moi, m'a vraiment impressionné. Faut savoir que la Flèche Wallonne, il y en a certaines que j'ai pas vues parce que le mercredi, quand j'étais petit, j'avais des activités périscolaires parfois, donc je ne pouvais pas voir forcément la Flèche Wallonne. Et puis à l'époque, il n'existait pas le replay. Quand j'étais petit, c'était la bonne vieille cassette VHS ou le graveur DVD. C'était on évitait de bourriner la mémoire sur 1h30 d'épreuve. Et puis comme j'étais pas là, j'avais pas le temps de programmer le magnétoscope. Un objet formidable. C'est vrai que j'en ai raté quelques-unes. J'ai rarement vu quand même une concurrente être aussi dominatrice. On a eu Van der Breggen, mais Van der Breggen, elle était forte dans le mur de Huy. Là, elle nous a quand même fait une démonstration. C'est-à-dire que c'est elle qui fait le jump pour revenir sur le groupe de 4, donc à 30 bornes de l'arrivée. Donc elle fait déjà un gros effort à ce moment-là. C'est elle qui fait toute la montée de Cherave en tête. C'est elle qui fait toute la montée du mur de Huy en tête. Elle était vraiment une jambe au-dessus de tout le monde. Parce que en courant un petit peu comme ça, en mode bourrin, parce que en termes d'intelligence tactique, on n'a pas fait dans la finesse avec Demi Vollering. C'est impressionnant la manière dont elle a réussi à s'imposer sur cette épreuve, alors que la SD Works, elle n'était que 5 au départ. C'est-à-dire que Lotte Kopecky n'était pas au départ, elle devait prendre le départ, elle ne l'a pas pris. Pardon, elle ne l'a pas pris, donc elles n'étaient que 5. Elle a fait quand même énormément de travail aujourd'hui, seule, et elle domine complètement la course. C'est-à-dire que Liane Lippert, qui pourtant pas la dernière venue, n'arrive pas à suivre la roue. Elle revient dans un premier temps, Liane Lippert, mais elle explose complètement. Nevia Doma, elle essaye de suivre, elle suit 10 mètres et elle explose complètement après derrière. L'effort qu'a réussi à tenir Demi Vollering dans ce mur de Huy, sur 1 km comme ça, c'est quand même pas loin de 3 minutes, je pense, d'effort. Je ne sais pas si c'est 3 minutes, c'est 1 km à 20 à l'heure. Ça fait les 3 minutes. C'est impressionnant comment elle a réussi à tenir. Donc chapeau, Madame Vollering, parce que vraiment, elle était une jambe au-dessus de tout le monde aujourd'hui.
Sur Liège, elle va avoir la pancarte, mais si elle est si forte que ça, même si elle a la pancarte, je pense qu'elle va réussir à faire de grandes performances au ring parce que vraiment, pour le moment, enfin là, elle a été aujourd'hui impressionnante. Alors c'était déjà pas mal en haut du Coberg, mais là, elle a vraiment fait une démonstration aujourd'hui sur le mur de 8. Chapeau. Je poursuis avec Tadej Pogačar. Bah, impressionnant, Pogačar. Voilà, hein, tout simplement. C'est-à-dire que euh, on parle quand même d'un mec qui a un palmarès qui est énorme. Cette arrivée-là, vu la condition physique qu'il a en ce moment, c'était dur qu'il soit battu. En plus, bon, j'avais dit, c'était quand même, il y a peu de coureurs qui étaient présents au départ et qui avaient déjà performé sur cette course. Il avait une super équipe, notamment Marc Hirschi qui a fait un bon boulot pour l'accompagner jusqu'au pied de mur de 8. Et puis après, bah, il y a toute la science du placement de Pogačar qui s'exprime quand même aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est pas devant. Il est dans les premières positions, mais il est jamais totalement devant, à part à un certain moment, notamment quand Bardet tente de dépasser et qu'il est un peu bloqué, où là, il fait rideau à ce moment-là avec Woods et je sais plus qui était de l'autre côté. C'était peut-être Landa qui était de l'autre côté. Mais je trouve qu'en termes de placement sur l'approche du mur de 8, il a toujours été parfaitement placé. Il a su même presque se faire oublier un petit peu à un moment dans la côte de Cherave où il se remet un petit peu plus en retrait par rapport à ses équipiers qui font le tempo. Et puis il avait une super formation au départ. C'est vrai que c'est compliqué d'être battu quand tu as une équipe aussi solide que ça. Ça m'a rappelé l'époque où la Movistar roulait pour Valverde, où c'était aussi très impressionnant sur cette épreuve. Et puis après, bah, ils ont contrôlé parfaitement pendant toute la journée. Ils ont très très bien géré aussi les dangers urbains du circuit final. Et puis après, bah, Pogačar, il a été presque frileux parce qu'il y attaque très tardivement, Pogačar. Mais bon, il savait qu'il fallait pas qu'il attaque trop tôt. Je pense que certaines années, il était parti trop tôt. Et là, il est parti un peu tard, presque. Je pense que si d'autres coureurs avaient été vraiment au même niveau que lui, ça aurait peut-être été compliqué, mais il était une jambe au-dessus. Et puis après, on sait que Pogačar, voilà, au punch, il est difficile à battre. Et puis s'il n'y a pas Roglic, s'il n'y a pas Vlasov pour le contrer, c'est vrai que ça devient quand même un petit peu plus compliqué. Landa, Skelmose, c'est quand même un petit peu plus léger en termes de niveau que Pogačar, mais vraiment, voilà, il continue dans les courses au palmarès. C'est vrai qu'on le compare à Merckx. Je pense qu'on peut le comparer à Merckx parce que sa réussite sur les classiques est quand même assez exceptionnelle. On dit que c'est presque un coureur de... On dit souvent que c'est un coureur de grand tour, Pogačar. Moi, je dirais que c'est presque plus un coureur de classique qui a un très bon niveau sur les grands tours. Mais regardez son palmarès quand même sur les courses d'un jour. C'est assez formidable. Le nombre de courses qu'il a accumulé, le nombre de très belles classiques qu'il a à son palmarès, c'est costaud. Alors maintenant, il vient la question, est-ce qu'il va être en capacité de remporter Liège ? Liège, c'est compliqué parce qu'il y a un peu plus de stratégie, parce que vous allez avoir un peu plus de coureurs au départ. Liège, il y a tous les coureurs qui sont en ce moment sur le Tour des Alpes qui vont arriver sur Liège. Parce que Liège, c'est aussi une épreuve qui est longue, de 150 km. Il y a un dénivelé qui est quand même énorme et c'est aussi une course où on peut se faire piéger. On peut se faire piéger facilement sur Liège. Et c'est pas facile quand vous avez la pancarte, tout le monde va se méfier de lui. Donc s'il se retrouve dans un petit groupe qu'il n'a pas d'équipier, il risque d'être un petit peu isolé et à part faire le tempo mais se faire contrer ensuite derrière. Et puis cette année en plus Liège va être corsé au niveau du parcours. On a remis les difficultés qui n'étaient pas là l'année dernière ou les années précédentes. Donc ça va pas être si facile que ça. Et puis après, sur Liège, il faut éviter également les problèmes. Il y a également des faux plats descendants et de l'aménagement urbain. Et donc, c'est pas si facile que ça de remporter la doyenne des classiques. On poursuit avec Skelmose. Je relance encore ce fameux débat avec Skelmose. Est-ce un coureur de classique ? C'est un coureur de course par étapes. Il a quand même des qualités de punch comme Pogačar qui sont assez dingues. Parce que c'est sa première... Non, c'était sa deuxième participation à Skelmose, je sais plus, je l'avais vu. Je crois que c'est sa deuxième participation, je crois qu'il avait déjà fait top 15 l'année dernière, Flash Wallon.
Oui, il avait fait 18e l'année dernière. Et en 2021, est-ce qu'il avait participé à la course? Non, il n'avait pas participé à cette épreuve. Mais c'est quand même un coureur qui, je trouve, a des excellentes qualités pour ce type de parcours. On le voit hein, sur ses résultats cette année. Il est 3e au Grand Prix Miguel Indurain, 3e de l'étape Amorebieta sur le Tour du Pays Basque, 6e à Amasa Villabona. Aussi vainqueur, 5e pardon, du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, mais vainqueur de la 2e étape, 2e du Général de l'Étoile de Bessèges. Je trouve qu'il a vraiment des qualités sur ce type de parcours. 6e de la Drôme Classique, 3e de l'Ardèche Classique. On voit que sur les classiques, il a toujours été en réussite. Je trouve que c'est un coureur vraiment qui fait une très très belle saison. Moi, si j'étais Trek, j'essayerais de le garder un peu plus longtemps au niveau du contrat. Parce que là, pour le moment, il a un contrat jusqu'en 2024. J'essayerais d'allonger encore la durée de son contrat. Parce que c'est un coureur qui peut être très performant sur ce type de course. La question maintenant est de savoir est-ce qu'il a un profil à la Nibali, qui était très performant sur ces courses-là, mais qui était également très fort sur les courses de 3 semaines, ou est-ce qu'il a plus un profil de coureur de classique. C'est vrai qu'il a fait pour le moment un grand tour, qui était le Tour d'Italie, où il a fini 40e, mais après, bon, c'était le premier grand tour de sa carrière, c'est jamais facile. Quand vous avez 21 ans, l'année dernière, il avait 21 ans, de faire le premier tour dans sa carrière. Donc on va voir ce que ça va donner cette année où il sera sur le Tour de France, mais ça va être un coureur vraiment à suivre. Mathias Skelmose. Je poursuis avec une concurrente de l'équipe Trek mais féminine, elle aussi très jeune, Gaia Realini, coureuse de la Trek Segafredo. Elle m'a impressionné dans le final, elle finit super fort derrière Vollering et Lippert. C'est peut-être la fille qui finit le plus fort dans les 100 derniers mètres. Alors, avantage pour elle, tout petit gabarit. Là, je viens de voir, c'est très rare de voir, même en cyclisme, pourtant on a plutôt des petits gabarits en cyclisme chez les filles, 1m50 pour seulement 40 kg. Donc forcément sur la Flèche Wallonne, bah c'est des qualités qui lui conviennent extrêmement bien. C'est vraiment pure grimpeuse là, hein, parce qu'elle rend au moins 15 kg avant de Vleuten. Hein. Donc assez facilement. Parce que Van Vleuten, je crois qu'elle est aux alentours de 50. Donc vraiment tout petit gabarit. 40 kg seulement, et puis 1m50, c'est vraiment pas grand, je peux vous dire. Mais elle a gagné cette année déjà le Trophée Oro, qui était une course de seulement 106 km, mais qui est une 1-1. 17e du Trophée Alfred Robinda, malgré son petit gabarit, il a quand même fait 23e de la Flèche Brabançonne. 2e de l'UAE Tour aussi. Moi je ne l'avais pas suivi, hein, l'UAE Tour. 17e de la semaine internationale du Tour de la Communauté de Valence, on va plutôt dire ça comme ça. Mais vraiment, elle a fini super fort dans le final. Et c'est une fille qui a pas... C'est seulement sa 3e année. Et c'est sa première année en World Tour. Et avant, elle était chez une équipe qui s'appelait Isolment Premac Victoria. Donc, elle a fait que le Giro d'Italie féminin en grande course jusqu'à maintenant, où elle avait fini 5e à San Lorenzo d'Orsino et 7e au Passo del Maniva. Je ne sais plus si l'étape 7 c'était l'étape de Juliette Labousse. Et en 2021, 5e des championnats d'Europe U23 et également le Giro féminin où elle avait pris la 6e place au Prato Nevoso et puis 9e d'un contre-la-montre également. Donc c'est vraiment une fille qui a des vraies qualités en montagne et elle, il va falloir la suivre. Je ne sais pas quel sera son programme, je pense le Tour d'Italie féminin, mais est-ce qu'elle sera sur le Tour de France féminin? Parce que c'est vraiment un gabarit qui peut être très intéressant. C'est peut-être la fille qui va dominer le cyclisme dans les années à venir, je ne sais pas. Mais peut-être qu'en montagne, ça sera une fille fantastique. Et puis elle est née, c'est marrant, elle est née à Pescara. Alors Pescara, c'est la ville de Mascarelli. C'est une ville très importante, hein. C'est la ville de Fabio Taboré. Ouais, c'est un peu moins intéressant. Mais moi je pense à Pescara parce que c'était la ville également, c'est le coin d'Italie de Jarno Trulli, le pilote de Formule 1, qui était de Pescara aussi, qui n'était pas un grand gabarit aussi, hein, Jarno Trulli, mais 1m50, 40 kg, j'en reviens pas. Vraiment, quand j'ai vu l'info là, en préparant la vidéo, vraiment, je me suis dit, c'est complètement dingue. Elle a fini super fort, elle, hein. Et je ne la connaissais vraiment pas du tout. Donc elle, vraiment, il va falloir la suivre dans les années à venir. Tiens,
Je sais plus où on en est dans la vidéo. Michael Woods, voilà. Et bah le poids des ans se fait pas trop sentir. Moi je l'avais pas mis parmi mes favoris, Michael Woods. Tout simplement parce que je me disais, Michael Woods, il est quand même plus tout jeune. Ça fait depuis quelques temps qu'il a pas forcément eu des super résultats. Et j'avais oublié en fait le Tour de Catalogne où il avait fini 6ème. J'avais complètement oublié le Tour de Catalogne. Mais c'est vrai que je me disais, je le mettais pas parmi mes favoris parce qu'il a quand même 36 ans. Tu sens qu'il est un peu moins frais qu'avant, il a un peu moins de punch qu'avant. Là, c'est dommage pour Michael Woods, il est devant trop tôt. Michael Woods, c'est vraiment Tiens, il a des cheveux maintenant, Michael Woods, parce que moi, il était crâne rasé, Michael Woods. Maintenant, il a des cheveux. Michael Woods, c'est vrai que je me suis dit, c'est con parce qu'il se retrouve tout de suite dans le mur de 8, c'est-à-dire quasiment au deuxième virage du mur de 8, à la deuxième rampe, il est devant. Et donc à 750 mètres de l'arrivée, il est déjà en tête du peloton. Et là, je me dis, il est obligé d'attendre dans ce genre de situation et forcément, ça va nuire à son potentiel parce qu'il va être obligé de ralentir. Alors après, ça a pas mal temporisé, ce qui n'a pas permis notamment à Romain Bardet d'attaquer, parce que s'il avait attaqué à ce moment-là, il aurait peut-être fait une cassure derrière, ils auraient peut-être eu du mal, puisqu'il arrivait plein de bombes, Romain Bardet. Mais pour Michael Woods, ouais, c'est une belle arrivée. Et puis bon, là on est quand même sur un pur spécialiste de la flèche wallonne. 6ème l'année dernière, donc comme quoi, oui, c'est moi vraiment qui ne l'avais pas mis parmi mes favoris, parce que je ne sentais pas. 4ème aussi, il avait déjà fini sur le podium. Aussi Michael Woods, c'est un coureur qui est vraiment un spécialiste de ce type d'épreuve, de ce type de montée. Donc voilà, un nouveau top 10, un peu comme Warren Barguil qui est souvent dans le top 10 de la flèche wallonne. Lui aussi, Michael Woods, toujours présent. Et puis je termine chez les filles avec Evita Music. Super 5ème place. Il faut savoir que la dernière fois qu'une Française avait été dans le top 5, c'était la victoire de Pauline Ferrand-Prévot. Donc c'était avant la période de domination d'Ander Breggen. C'était 2014, la victoire de Pauline Ferrand-Prévôt. Super course de la part de Evita Music. Mais bon, elle, c'est une pépite. Hein. Je rappelle, sur le Tour de France féminin, elle a été assez fantastique quand même l'année dernière. Où elle avait vraiment fait du très très bon travail. C'est une fille qui a été 6ème du Tour de Romandie l'année dernière sur le Tour de France. Elle prend la 8ème place, mais en finissant 2ème à Bar-sur-Aube. 3ème du contre-la-montre du côté du Ceratizzi Challenge by la Vuelta. 8ème des Trois-Vallées Varisine. Également 20ème du Tour de Suisse féminin, mais elle avait fini 2ème sur l'étape qui était entre Vaduz et Chour. Mont Ventoux dénivelé Challenge 3ème, Alpes Grésivaudan classique vainqueur, 2ème du Tour de Burgos, on rappelle l'année dernière, derrière Juliette Labousse. Enfin, elle, c'est vraiment une super pépite. Elle a 23 ans, je crois que Juliette a 24 ans, Juliette Labousse. Mais c'est vraiment une fille qui a un énorme talent. Evita Music, et ça se confirme en ce début de saison parce que l'année dernière elle avait eu, je crois me rappeler, des problèmes de genoux pendant l'intersaison, mais 3ème du Grand Prix féminin de Chambéry, donc 5ème de la Flèche Wallonne, 11ème de la Flèche Brabançonne, c'est vraiment bien. Et pourtant en plus aujourd'hui elle est pas bien placée à l'entame du mur de 8. Elle commence le mur, elle est au moins 12 ou 13, donc elle est un petit peu bas à l'entame du mur, donc elle a vraiment dû remonter des concurrentes et vraiment elle a fait un super boulot dans le mur de vie, et elle a très bien fini aussi, donc vraiment très belle perf de la part d'Evita Music, qui elle est une pure grimpeuse aussi. Donc vraiment elle a fait du très très bon boulot aujourd'hui, et sur Liège ça sera peut-être la chance de cette équipe, parce que FDJ Suez, parce que bon, c'est vrai que Cécile Ludwig, elle est tombée 2 fois aujourd'hui, donc on va voir comment ça va se passer, mais je pense qu'elle va avoir un petit peu de mal à s'en remettre. Bon, Marta Cavalli, elle est plus dans un rôle d'équipière, donc ça va peut-être être la chance sur Liège-Bastogne-Liège de la FDJ Suez. C'est vrai que cette année, la campagne des classiques ardennaises est moins bonne que l'année dernière du côté d'FDJ Suez, mais l'année dernière, cette campagne des classiques avait été exceptionnelle. C'est vrai que c'est une équipe qui avait vraiment super bien performé sur les différentes épreuves. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec la Groupama.
Bah, que ça soit garçon et fille, hein, à part Evita Music, derrière ça a été compliqué. Alors chez les filles, bah, on voit bien que Marta Cavalli n'a pas récupéré encore hein, de sa chute du dernier Tour de France. J'ai peur que ça fasse un petit peu comme Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, voilà, qui avait eu ses douleurs au dos et qui avait eu qui a mis quasiment un an avant de se remettre de sa blessure, qu'on avait tenté de relancer à plusieurs reprises et ça n'avait pas marché. J'ai l'impression que c'est un petit peu pareil pour Marta Cavalli, même si aujourd'hui j'ai envie de dire qu'il y avait presque du mieux par rapport à d'autres courses, mais forcément, bon, bah, vu ce qu'elle avait fait l'année dernière, Marta Cavalli, on aurait pu s'attendre, voilà, on s'attendait à peut-être un petit miracle et il n'y a pas eu ce petit miracle. Cécile Ludwig, bah, c'est terrible, mais la deuxième chute, c'est la conséquence de la première chute. La première chute, bah oui, elle n'est pas super bien placée dans le peloton aussi. Il aurait fallu qu'elle soit placée un peu plus haut. Derrière, bah, tu te retrouves en retard dans le mur de 8, pas de pot pour toi, ça déclenche dans le mur de 8 avec Van Vleuten. Tu te retrouves à faire 25-30 km de chasse derrière, quasiment pour revenir. Tu reviens et à 10 km de l'arrivée, 10-15 km de l'arrivée, non, peut-être un peu avant même. J'ai peut-être une bêtise, c'était peut-être un peu avant où le groupe est rentré avec Ludwig, mais en plus tu te retrouves un peu seul. Et puis ensuite, bah, dans la descente, grosse chute. La chute où il y a eu également Margot Vigier qui a été prise dans la chute. Je pense que, je sais pas si c'était pas trop crânien, mais elle avait l'air vraiment de souffrir. Margot Vigier sur le bord de la route, la française. Et la conséquence de la deuxième chute, c'est que tu es mal placé parce que tu n'arrives pas à te replacer parce que tu es déjà cramé au niveau des jambes. Et forcément, tu te fais avoir sur la deuxième chute. C'est dommage. Ça montre aussi que du côté de Cécile, pardon, pas de Cécile, de la Groupama Filles, on a encore du côté de la FDJ, plutôt Suez fille, on a encore du travail à faire. Puis du côté de la Groupama garçon, bah, on est complètement passé à côté. Alors David Gaudu, je pense qu'il doit avoir un problème physique parce que juste une forme un petit peu moins bonne, ça serait quand même assez surprenant. Donc j'espère que c'est pas genre une mononucléose ou un virus qui traîne parce que des fois ça peut être très compliqué dans ce genre de situation. Faut pas s'attendre à des miracles pour Liège, mais on aurait pu s'attendre à un peu mieux de Valentin Madouas, et Valentin Madouas finit également très loin. C'est terrible pour Madouas parce que donc il a été malade sur le Tour des Flandres. Il n'a pas fait Paris-Roubaix. L'Amstel, bon, il n'a pas été très performant sur l'Amstel. Derrière, il échoue encore sur la Flèche-Wallonne. On va voir sur Liège, mais c'est vraiment... Il avait des grandes ambitions hein, sur cette période de classique. Et il pouvait avoir de grandes ambitions et il passe un petit peu à côté. C'est un petit peu triste. Je poursuis avec Higuita. Surprenant parce que c'est une course qui correspond totalement à ses qualités, mais Higuita, bah, il n'a jamais été très régulier dans ses performances. C'est un coureur qui a quand même... qu'on attend souvent, Higuita. Puis quand on attend Higuita, et ben souvent il n'est pas très bon. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'était un type de course qui pouvait lui permettre d'être performant. C'est-à-dire que c'est vraiment le terrain qui lui convient. Hein. C'est un petit gabarit, il a du punch. Si tu as le bon sens du timing, en plus il sait se placer aussi, hein. Il s'est frotté, Higuita. Et bah non, ça n'a pas marché. Pourtant, l'équipe était plutôt à son service, du fait qu'il y avait Pavlazov, notamment que l'équipe sur le Tour des Alpes, et on est Vlasov et Kemna. Donc c'était vraiment pour moi le leader. Et il passe complètement à côté. Higuita, vraiment, il n'a pas trouvé... Enfin voilà, il finit très loin, alors que c'est un coureur qui est vraiment à l'égalité sur ce genre de terrain. Voilà, c'est vraiment... le type de course le type de parcours qui lui convienne. Et là, ça ne l'a pas du tout fait. Hein. Higuita, il finit, que je le retrouve, Sergio, il finit, je crois, super loin. Higuita, enfin voilà, il est lâché. Bah oui, il est lâché dans la côte de Charab. Higuita, et vraiment, il n'a jamais été dans le coup. Voilà, il finit à 2-11, pardon. Le meilleur coureur de l'équipe, c'est Nico Dens, parce que Jane Lay n'avait pas pris le départ. Nico Dens il finit à 1 minute 42 67e, donc vraiment ça a été la Bérésina pour Labora, qui fait pas un grand début de saison hein, Labora. Alors là ils ont gagné aujourd'hui sur le Tour des Alpes, mais ils ont quand même mal débuté sur le Tour des Alpes, et c'est vrai que pour une des plus grosses formations du peloton, c'est l'un des plus gros budgets Labora,
pour le moment, c'est un petit peu compliqué pour cette formation. Les résultats sont pas en adéquation avec le budget et surtout avec les résultats des saisons précédentes. Ils ont un peu plus de mal que l'année dernière avec les années précédentes du côté de la Bora Hansgrohe. Urs Kazigart du côté des filles, cette fille c'est terrible parce que vu l'énergie qu'elle dépense parce qu'elle n'est pas à l'aise techniquement sur son vélo, elle arrive quand même à avoir des résultats. Oscar Zigart, c'est presque un miracle. C'est qu'elle a vraiment des qualités physiques au-dessus de la moyenne. Mais je comprends même pas pourquoi on l'a envoyée sur cette épreuve-là du côté de Jaiko Alula. Parce que on sait qu'elle ne sait pas frotter. On sait qu'elle est... même David Moncoutier est plus à l'aise qu'elle sur un vélo. Enfin voilà, c'est vraiment terrible de l'avoir dans un peloton. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images sur le Tour de France féminin l'année dernière où elle était 4 mètres derrière les autres filles dans un groupe d'échappés alors que pourtant il n'y avait pas de danger. Et là pareil aujourd'hui, à un moment on voit des images aller 25 mètres à l'arrière du peloton. Mais dans ce cas-là, tu ne l'emmènes pas sur la Flèche Wallonne, tu ne l'emmènes pas non plus sur l'Amstel. On sait que c'est des épreuves où il faut savoir frotter. Tu l'emmènes sur les grands tours, tu la réserves sur d'autres courses dans l'année où il faut un peu moins frotter et où ses qualités de grimpeuse peuvent s'exprimer. Mais c'est terrible cette fille-là parce que, bon, déjà personnellement, elle ne peut pas avoir de résultats vu la manière dont elle court, mais en plus, elle n'est d'aucune utilité pour son équipe. Vu qu'elle ne frotte pas, vu qu'elle est complètement à l'arrière du peloton, elle ne peut absolument pas aider son équipe, à part s'il y a une équipière qui crève. Mais c'est la seule situation où elle peut aider son équipe. Donc c'est quand même dommage. On aurait peut-être pu emmener une autre concurrente chez Jaiko Alula qui aurait pu faire le job un peu mieux qu'Urs Kazigart, qui pourtant a des qualités, hein, c'est pas une mauvaise coureuse. Mais c'est vrai qu'elle est tellement peu à l'aise techniquement qu'à un moment, j'ai envie de lui dire, mais prends des cours. Je sais pas, demande à Pogacar de te donner des cours pour être à l'aise sur un vélo. Parce que c'est terrible de l'avoir sur un vélo. Enfin, on a l'impression que c'est moi, par exemple, qui fais jamais de cyclisme, qui me retrouverait au milieu d'un peloton, je serais aussi à l'aise qu'elle. Oui, mais moi je suis pas cycliste professionnel. Quand tu es cycliste professionnel, je sais bien que t'es pas très payé quand tu es cycliste professionnel chez les filles, mais on s'attend quand même à un minimum de technique sur le vélo. Et c'est vrai que Urs Kazigart, c'est un petit peu problématique pour cette jeune fille. Et puis, je termine avec Benelli et Poles. Moi, je ne l'avais pas mis parmi mes favoris, Benelli, parce que je le sais que le mur de Huy, c'est une question de technique, c'est une question de timing, c'est une question de placement, et c'est pas si facile que ça, le mur de Huy. Il faut vraiment attaquer au bon moment et ça c'est une question d'expérience et souvent moi je m'attendais à ce qu'il soit dans le final mais qu'il attaque trop tôt. Bon au final c'est même pas qu'il a attaqué trop tôt, c'est qu'il a fait les efforts lors de l'avant-dernier passage dans la côte de Cherab aussi où il se crame à ce moment-là, il essaye de prendre la route Pogacar et ensuite dans le final il explose complètement dans le mur de Huy parce qu'il a fait trop d'efforts auparavant. Le mur de Huy, et bon je l'ai dit à l'heure de la présentation, tu as le droit à une cartouche, tu n'as pas le droit à 5. Attila Walter par exemple il grille sa cartouche à un tour de l'arrivée et du côté de Benelli c'est un peu ça, c'est à dire qu'il a grillé sa cartouche à plusieurs moments et ça c'est un petit peu problématique mais encore une fois il est très jeune, il a 22 ans, c'était sa première Flèche Wallonne je crois donc il va progresser, il va s'améliorer d'année en année et il trouvera peut-être le bon timing sur cette montée là. Du côté de Nelson Poles c'est terrible parce qu'il a fait un très bon début de saison. Nelson Poles, on s'attendait à ce qu'il soit performant sur ses Ardennes et puis il passe à côté parce que de chute. Sur l'Amstel, la chute, bon il y a beaucoup de coureurs qui tombent, par contre là sur sa chute il est vraiment pas bien placé Nelson Poles, il pouvait pas se trouver à ce moment-là de la course à cet endroit-là du peloton. Et là, c'est une erreur un petit peu de la part de Nelson Poles. Donc c'est un peu dommage. Et puis ce qui fait que du côté de EF, le premier coureur dans cette formation, il finit assez loin quand même, hein, vu que les deux leaders, on va dire, presque de l'équipe sont passés à côté. C'est Esteban Chavez, mais qui finit que 20e. Benelli est 32e, encore une fois, il a quand même complètement explosé dans le mur de Huy. Et puis Piccolo, que j'avais mis parmi mes favoris, ça va vraiment pas top cette année pour le moment pour Piccolo, parce que 109e, il finit avec Shund, avec Queen, avec Amador, et puis donc Poles a abandonné, on espère. Pas trop de gros bobos pour Nelson Poles, mais c'est un peu comme Cécile Ludwig, c'est-à-dire 2 chutes en très peu de temps. Je suis pas sûr qu'il soit au top sur Liège-Bastogne-Liège, ça serait dommageable parce que il a fait peut-être le meilleur début de saison de sa carrière.
Les jambes ont l'air d'être bonnes, mais pas bien placées dans un peloton, dans une épreuve comme la Flèche Wallonne. Ça peut pas le faire parce qu'on sait que le placement est prépondérant sur cette épreuve-là. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Il y a la vidéo également du Tour des Alpes, soit qui va être bientôt en ligne, soit qui est déjà en ligne. Je ne sais pas encore dans quel ordre je fais les deux vidéos. Puis nous, on se retrouve demain pour le Tour des Alpes, hein, l'étape numéro 4. Peut-être qu'il y aura quand même beaucoup moins de choses à dire que sur cette Flèche Wallonne. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.